à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Hors des lignes. Hors des lignes, c'est une chaîne de rencontres inspirantes avec des hommes et des femmes qui se sont dépassés, qui ont surmonté des épreuves de vie, ont fait preuve de beaucoup de courage, de résilience, de détermination et même parfois d'audace dans leurs choix. Des choix qui peuvent être différents de la norme, qui peuvent sortir des sentiers battus. Et ces personnes-là sont une grande source d'inspiration pour moi. Et qui sait, peut-être aussi elles vous inspireront. Et aujourd'hui, je me réjouis sincèrement de vous présenter Sémi Zayani. Bonjour Sémi, comment vas-tu? Et Lohan, écoute, je vais très bien. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait plaisir de te revoir. Avec grand plaisir. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver. Ensemble, on va prendre le temps de parler de toi, de ta vie d'avant et de ta vie d'aujourd'hui, parce que, il y a une grande métamorphose ces 3 dernières années. On va parler de tout ça. Et si tu me permets, avant, je prends le temps de te présenter. Avec plaisir. Et ben, c'est parti. Donc, Sémi, tu as 46 ans, tu es un mari, tu es un papa, tu as la double nationalité suisse et tunisienne. Suisse de par ta maman et tunisien côté papa. Ouais. C'est juste jusque-là? Très bien. Ok. Tu es ingénieur polytechnicien de formation, globalement très brillant professionnellement. Euh, ouais, c'est moi qui le dis. Ton premier job, c'était à l'ONU et ton travail était très prenant. Il t'a souvent envoyé à l'étranger. Tu as vécu pas mal d'années en Afrique. Et puis tu as été rapatrié en Suisse où tu as exercé un poste de directeur commercial pour une multinationale. C'est exact? Exact. Et puis ensuite, tu as été expat à Dubaï et cette fois-ci, tu y étais avec Caroline, ta femme, et aussi, non, j'allais dire et aussi Alice, qui a aujourd'hui 6 ans, non, parce qu'en fait, elle est née là-bas. Exactement. Voilà. Et en fait, comme je le disais, il y a vraiment un sémi avant et un sémi aujourd'hui. On peut pas vraiment dire que tu étais très porté jusqu'à il y a quelques années sur la spiritualité, le développement personnel, tout ce qui touche à l'ésotérique ou à l'introspection. Tu étais quelqu'un de très cartésien, une approche très terre à terre, euh, plutôt matérialiste globalement, quelqu'un qui aime les belles choses. Et puis, tu étais en gros très investi dans ton travail. Une bonne partie de ta vie et de ton temps était consacrée à ton travail. Tu étais ambitieux, tu prenais du plaisir à développer ton activité pro. Mais en parallèle, tu avais quand même le temps d'avoir une vie amicale, sociale riche. Tu faisais de beaux voyages et en gros, c'était une vie à 100 à l'heure, mais très agréable, en tout cas vu de l'extérieur. Et en juillet 2023, la bascule, tu apprends, j'allais dire un peu par hasard. Est-ce que le hasard existe vraiment? Tu apprends que tu es atteint d'un cancer qui est a priori incurable parce que à un stade déjà très avancé en fait. Est-ce qu'il y a des choses dans tout ce que j'ai dit là est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe à l'été 2023? Écoute, non, c'est bien. Ben, merci beaucoup pour cette introduction. Je pense elle est assez complète, hein. Et oui, effectivement, le point de bascule, c'est un peu ce qui se passe en juillet 2023, là où j'apprends en fait que je suis touché par un cancer qui est assez rare et qui touche des sujets jeunes. Et c'est vrai que j'avais pas des symptômes qui étaient extrêmement violents, donc je m'attendais pas à un tel diagnostic, hein. J'avais des petits maux de ventre, des brûlures d'estomac. En plus, à Dubaï, on m'avait diagnostiqué quelque chose de bénin, donc une tumeur bénigne. Puis après, on revient en arrière, et puis les scénarios changent un petit peu avec le temps. Et puis, je décide de revenir un peu dans mon pays natal, en Suisse, pour faire des tests plus poussés. Et c'est là, en fait, que j'apprends la nouvelle. Et on m'indique très rapidement, en fait, que la maladie, malheureusement, elle n'est pas cantonnée à l'estomac, mais tout le péritoine est touché. Et le péritoine, en fait, c'est la membrane dans laquelle il y a un petit peu tous les organes digestifs, et ça se soigne pas très bien. Et on n'est pas sur quelques petites métastases, on est sur beaucoup de métastases malheureusement dans le péritoine.
et avec jusque des Jusqu'à métastases l'oreille, hein, tu distantes. m'avais dit. Ouais, derrière l'oreille, je pensais avoir un kyste en fait, qui a été contrôlé par beaucoup de dermatos d'ailleurs, hein, et tout le monde pensait que c'était un kyste. Et en fait, non, c'était déjà la maladie qui avait beaucoup progressé. Et effectivement, c'est un moment de bascule parce qu'on est confronté tout de suite à la mort et on me fait un peu comprendre qu'il y a deux options, c'est soit le curatif, soit le palliatif. Et c'est un choc de se dire en fait qu'il y a un choix à faire à ce niveau-là. Alors pour moi, il n'y avait pas d'autre choix possible que tenter le curatif. Et on m'avait dit, bon, ben, ça va être des traitements qui sont très très lourds et j'étais prêt à ça. Donc j'ai décidé de faire ces traitements-là. Mais c'était vraiment une période qui était vraiment très particulière parce qu'on se dit en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant tant d'années où je ne me suis pas écouté, où j'ai pas écouté mon corps pour arriver à un tel diagnostic et à un tel pronostic qui est aussi sombre. Là, je me réveille un petit peu en me disant, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et donc pour le coup, c'est vrai que les premiers jours sont très difficiles, mais je me sens porté par le ciel, un petit peu aidé par le ciel. J'ai du mal à l'expliquer. C'est exactement la Euh, question que j'allais te poser, ouais, parce que ça m'a frappé chez toi quand on s'est rencontrés. C'est que on t'a quand même dressé un tableau sombre avec la mort relativement proche. On te donnait finalement très peu de temps et en gros on te suggérait de profiter de tes derniers mois, ce qui peut quand même être très flippant. ouais. Et les médecins n'ont pas vraiment enrobé les choses, ils ont eu un vocabulaire qui était très, très cash. Et malgré tout, alors qu'on te parlait de la mort, bah toi, tu dis, moi je sentais la vie en moi en fait. Comment t'expliques ça? Ouais, c'est très dur à expliquer. Alors en fait, il y a quand même eu 4 5 jours qui étaient très difficiles au départ, hein. Et vraiment, je me rappelle, le premier jour a été marquant. C'est rien, quatre Euh, cinq jours. non, Pour un c'est très peu. tel C'est très diagnostic, peu. c'est rien. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir été un petit peu comme, je ne sais pas, aidé par le ciel ou poussé par une force qui m'a permis de me remettre sur un chemin de guérison. Mais ouais, le premier jour, en étant une personne, moi je suis très optimiste, je suis en général très joyeux, et là je voyais le négatif partout, et j'avais vraiment des jugements sur des gens que je voyais dans la rue, je me disais pourquoi moi, pourquoi pas lui, je voyais des gens qui étaient, je sais pas, qui fumaient, qui avaient des comportements qui étaient pas sains, et j'avais une jalousie par rapport à ces gens-là, et je me souviens, je suis rentré chez moi le soir et je me suis dit waouh, là, je suis déjà mort en fait. Parce que si le peu d'énergie qui me reste, je suis en train de le mettre dans ce genre de pensée, ça va pas aller. Et en fait, le soir, en rentrant, je me suis dit, cette histoire, c'est la mienne. C'est pas celle d'un autre. Il n'y a pas une raison à chercher à pourquoi moi, pourquoi lui, etc. Et en fait, j'ai accepté que cette histoire soit la mienne. Mais très rapidement, en fait, j'ai basculé pendant 4 5 jours où je dormais presque pas et j'avais peur de la mort tous les jours. Mais une peur violente de la mort. Tu dis tous les Et jours, c'est mais vrai que c'est moins d'une semaine. C'est une c'est moins d'une acceptation semaine. Ouais, fulgurante, ouais, quoi. c'est moins d'une semaine. Ouais. Mais je me suis dit, voilà, ma fille a 3 ans, elle va pas se rappeler de moi. J'ai pas envie de partir et j'avais peur de mourir tous les jours. Et j'avais une telle peur en fait que euh, je me suis dit, je suis déjà mort aussi. J'ai senti que j'étais mort en fait, tellement j'étais tétanisé par la mort. J'étais déjà mort, j'y vais plus. J'avais presque pas d'émotion. J'étais dans un état où en fait la mort m'avait déjà pris ma vie. Et en fait, bon, j'ai fait des rêves un peu bizarres pendant cette période-là. Il y a eu des événements un peu particuliers qui sont venus. Mais le cinquième jour, que j'appelle un peu le premier jour de ma deuxième vie, je me suis réveillé le matin et je dis à ma femme, écoute, j'accepte sincèrement de mourir de cette maladie. Et je lui dis vraiment, j'accepte Ça ça. a dû être très dur pour Caroline. Ah, c'était très violent. Parce que je lui dis, en fait, moi, je l'accepte. Il faut que tout le monde l'accepte. Il faut que toi, tu l'acceptes. Il faut que mes parents l'acceptent aussi. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre quand on est des parents, d'enterrer son enfant, ou bien quand on est l'épouse, de voir son mari partir. Et mais je lui dis, je ressens pas la mort au fond de moi. Je la ressens pas, mais j'accepte de partir de la maladie. Et j'accepte de mourir. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était comme une expérience presque mystique, presque paranormale, où en fait, d'un moment à l'autre, il y a un soulagement, il y a une paix intérieure que j'avais jamais ressentie dans ma vie, une paix, mais d'une puissance, d'une force. Et c'est un petit peu comme si, ça paraît bête comme mot, hein, parce qu'il y a très peu de mots pour décrire ce type d'expérience, mais c'est un peu comme si l'amour apparaît partout. Et tu es relax, tu es bien, et tu te dis en fait, euh,
c'est pas de l'espoir, parce que l'espoir, il y a toujours un résultat qui est lié à l'espoir. Là, c'est plus de l'espérance. Tu te laisses en fait guider, couler dans un flot et tu te dis, on verra bien ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Mais tu sens que les choses vont aller dans la bonne direction. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je ne sais pas si je vais vivre encore quelques semaines, plusieurs mois, des années, j'en ai aucune idée. Parce que c'est une maladie qui malheureusement ne peut pas se détecter dans le sang. Au niveau des scanners, on peut rien voir non plus. Et puis en fait, à chaque fois, ils doivent ouvrir l'abdomen pour aller contrôler, voir s'il y a de la maladie ou pas. Mais après une dizaine d'opérations, on ne peut pas non plus aller contrôler l'abdomen tout le temps. C'est très compliqué. Et en fait, il faut vivre avec cette incertitude de tous les jours. Et c'est ça qui est Mais frappant chez toi, c'est cette incertitude, cette non-certitude. T'as pas d'infos sur ce qui va se passer demain, dans une semaine, dans un mois, dans 3 ans. Et malgré non, tout, tu as cette, tu dis paix intérieure. Oui, paix intérieure, cette force tranquille, ce calme intérieur qui n'était pas quelque chose que tu vivais auparavant. Auparavant, tu étais quelqu'un qui se posait d'agiter. jamais, qui enchaînait les projets, qui était vraiment dans le faire, faire, faire. Enfin, c'est un changement majeur, en fait. Ouais, radical, radical. En fait, je pense que j'ai été toute ma vie dans une agitation perpétuelle. Euh, et c'est ce qui me surprend, c'est qu'en fait, il n'y a pas une fois où je me suis dit, je vais passer du temps avec moi-même, faire un peu d'introspection, essayer de se connaître. Il a fallu en fait un bouleversement dans ma vie pour que je m'arrête et que je prenne du recul. Et en fait, c'est vrai que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire beaucoup d'introspection. J'avais réellement besoin de passer du temps avec moi-même. Et j'ai commencé à méditer beaucoup. Jusqu'à présent, je médite tous les jours. C'est devenu une routine en fait C'est la dans première ma vie. image que j'ai de toi, d'ailleurs, hein. C'était Oui. un beau matin ensoleillé à l'aube, un sémi imperturbable, assis sur son banc dans ce magnifique parc et littéralement imperturbable. Ça m'a beaucoup Ah, impressionnée. c'est ma routine de tous les Et jours. très assidu, Ça. chaque matin. Ouais. Mais c'est pas du tout une obligation. Si je médite pas quelques jours, c'est pas grave. Mais c'est quelque chose qui me fait un tel bien. Et, et la méditation, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a transformé. Je pense que c'est peut-être l'outil le plus important que j'ai utilisé pendant les dernières années pour comprendre qui j'étais. Et c'est la Pour question que comprendre j'allais qui te poser j'étais. parce que tu as essayé énormément de pratiques, le Ouais. magnétisme, enfin toutes sortes de choses, l'acupuncture, plein de médecines alternatives. Et la méditation, c'est vraiment ton outil. Et qu'est-ce qui t'a amené à la méditation et qu'est-ce qu'elle t'apporte en fait, au-delà de cette paix intérieure? En fait, ce qui m'a amené à la méditation, j'arrive pas à le comprendre jusqu'à présent, mais je pense que c'est mon corps en fait qui a initié ce process. J'ai ressenti qu'il fallait en fait passer du temps avec moi-même. J'ai ressenti qu'il fallait ralentir, qu'il fallait me calmer. Et je me suis dit en fait, si je veux avoir une chance de guérir, il faut que je ralentisse, il faut que je me calme. Il faut que pour une fois dans ma vie, je prenne du recul et je tente de comprendre qui je suis sur un plan plus important, une recherche un peu de quête de sens, on va dire. Et en fait, je commence à méditer et puis, pour la première fois, je vois le nombre de pensées qui passent dans ma tête. Je vois à quel point je suis agité. Je me rends compte en fait que j'ai jamais vécu dans le moment présent, que mes pensées ressassent le passé, que je prévois des projets futurs tout le temps. Et je Futur vois ce hypothétique. pouvoir toujours hypothétique. C'est ce que tu dis. Bah, Ouais, je le place là, mais dans ton livre, ouais, on en parlera après. Je sais ouais. pas si on va réussir à le voir net. Voilà. On parlera de ça après. Mais Effectivement, en c'est gros, des plans tu dis que tu étais dans un futur hypothétique et que tu habitais le futur. complètement. Ouais. C'est toujours lorsque j'aurai fait, lorsque j'aurai atteint ça, 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 on fera ça. Et en Le fait, jour où, voilà, le jour où. en expression fétiche. Ouais. Il y a jamais une fois où tu te dis, je vais profiter du chemin qui mène à quelque chose. Il n'y a pas de problème avec avoir une planification, mais c'est toujours, lorsqu'il y aura ça, on va faire ça, lorsqu'il y a ça. Et en fait, on se projette. Et puis, les pensées sont. Il y a un nombre de pensées qui est. Il y avait pas de calme dans ma tête. Et là, pour la première fois, en fait, je me rends compte de tout ça. Et c'est un petit peu comme si, pour la première fois, je découvre c'est un peu comme s'il y avait une conscience au-dessus de ça, qui observait ses pensées, qui observait un petit peu les émotions, qui observait les ressentis du corps.
qui observait tout ça en fait. Et il te dit, mais en fait, je suis plus grand que tout ce, que tout ce que je ressens là. Et puis en fait, tu commences à pratiquer tous les jours la méditation, et puis tu sens que tu progresses un petit peu sur un chemin. Et au début, c'est vraiment pendant ces séances, mais en fait, petit à petit, c'est pendant la vie, c'est pendant tous les jours. Je commence à mieux écouter mes émotions. Je commence à comprendre T'étais pourquoi pas je du tout réagis dans de les telle émotions façon. auparavant. Pas du tout, pas du tout. T'étais dans Je la n'écoute que... compétition, dans l'ambition, Oui, mais certainement pas dans l'émotion ou l'intuition. Donc ça a dû te surprendre d'ailleurs. pas du, pas du tout. T'as pas dû te Et là, reconnaître en fait. exactement, on se découvre. On se découvre. C'est fabuleux parce que je me dis, il y a un nombre d'émotions qui passent, qui me traversent, que j'ai déjà ressenti, bien sûr, mais auxquelles j'ai jamais prêté attention. Et tout d'un coup, je commence à comprendre à quel moment elles se matérialisent, pour quelles raisons, qu'est-ce qui déclenche les émotions. Et après, tu vas beaucoup plus loin et tu te dis, mais en fait, il y a un nombre de conditionnements derrière, derrière ma personne, hein, qui viennent de l'école, qui viennent de la La famille? famille, qui viennent voilà, du cadre social dans lequel on évolue, de la culture. Et je commence à me rendre compte en fait de tout ce qui se passe dans ma tête, etc., dans ma tête, etc. Et je me dis, mais le nombre de choses en fait que j'ai faites dans ma vie, pas pour moi, et c'est pas sur une question d'égoïsme, hein, mais le nombre de choses que je fais en fait pour plaire aux autres ou pour remplir une mission. Et là, je me dis en fait, non, stop, aujourd'hui, j'ai plus le temps. Je sais pas combien de jours il me reste, mais en fait, ce qui est important, c'est Mais personne ne le de, sait en fait. personne ne le sait. En fait, alors pour moi, le plus gros apprentissage de tout ça, et c'est complètement bête de dire ça, mais c'est de découvrir que je suis mortel. En fait, pendant 43 ans, j'ai vécu à l'époque comme si j'étais immortel, mais profondément convaincu que tout allait continuer comme ça toute la vie. Et en fait, là, je découvre que je suis mortel. Et c'est ça le choc. Et en fait, quand on découvre qu'on est mortel, moi, il y a trois questions qui m'ont bouleversé. Et il a fallu attendre justement 43 ans pour se les poser. Mais la première, c'est qui suis-je? Je me suis dit, qui je suis? Et donc là, je Et commence t'as à la réfléchir. réponse à 46 ans, je te félicite parce que je suis plus Non, âgée non, que je l'ai toi et pas, j'ai je l'ai pas. toujours pas la réponse. Non, non, je l'ai pas, loin de là. Mais j'ai commencé un cheminement, mais je l'ai Début pas de du tout. réponse. J'ai un début Non, de mais réponse, on va il dire. se trouve qu'auparavant, tu étais tellement, et tu le dis hein, dans ton livre, tu étais tellement tourné vers l'extérieur que bah, Je tu pouvais pas savoir qui t'étais en fait. peux pas. D'ailleurs, Et ça justement, t'intéressait pas au final. Tu dis, je crois, que tu passais très peu de temps avec toi-même. voilà, justement, c'est ça. Et je me dis, première question, c'est qui suis-je? La seconde, c'est, mais comment je peux connaître quelqu'un avec qui je ne passe pas de temps? Mm. Pourquoi je me fuis autant? Et puis la troisième question qui me vient, c'était de me dire, en fait, si demain je pars, parce que je ne savais pas vraiment, là, on est à 3 ans d'un diagnostic, donc ça paraît complètement miraculeux statistiquement Ça par l'est. rapport à ce qui s'est passé. On te laissait quelques mois. D'après les médecins, on était plus Ouais, sur de l'ordre d'un trimestre qu'une année, 2 années ou 3 années. ouais, alors les médecins m'ont jamais donné vraiment une date précise, mais moi je me suis beaucoup informé sur les statistiques par rapport à cette maladie. Et c'est vrai que on parle plus de quelques mois avant Mm. d'avoir des blocages complets d'intestin et d'en mourir, Quand les métastases sont, quelques oups, le années. micro, quand les métastases sont aussi distantes qu'elles l'étaient entre l'estomac et la tête finalement, l'oreille. Ouais. Alors ça, c'est un cas que les médecins n'avaient jamais vu avant en fait. Dès le départ, ils m'ont dit, on peut déjà vous dire que ces métastases-là ne sont pas liées à l'estomac. Et en fait, il y a eu plusieurs biopsies réalisées et puis plusieurs avis demandés. Et en fait, jusqu'au moment, tout le monde a dû accepter le fait que la maladie a dû passer quelque part dans le système lymphatique ou dans le un ganglion, etc., dans le sang, pour arriver si loin. Donc, Et je t'entends parler là de miracle, tu dis c'est miraculeux. Euh, J'aimerais qu'on en vienne à ça parce que c'est quelque chose dont on a parlé quand on s'est rencontrés, mais et c'est une pratique qui a certainement contribué à faire reculer la maladie. La visualisation, un peu à la Joe Dispenza. C'est quelque chose que tu ouais. pratiques, que tu as pratiqué assidûment, et est-ce que tu penses que ça a réellement contribué? Écoute, oui, en fait, quand tu sais, moi, je suis très, à la base, je suis très très cartésien, comme tu le disais, hein. Toutes ces pratiques un petit peu plus euh, non prouvées peut-être, ou pour lesquelles il y a moins d'évidence scientifique, ce qui encore est assez faux parce qu'il y a quand même beaucoup de recherches maintenant qui se fait sur différentes pratiques et différentes thérapies complémentaires. Mais le jour où on m'a annoncé que c'était fini, finalement, que c'était trop tard, je me suis dit, il faut être un peu stupide pour ne pas tout tester. Il faut m'intéresser à des choses, changer un petit peu ma vision de ce monde et tester plein de choses. Et effectivement, donc
Ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, je commence naturellement à m'intéresser à la visualisation de mon propre corps, mais en fait, je ne savais pas Et à que parler à ton c'était corps parti. aussi. À Je parler parle à à mon ton corps corps, à tes organes, à tes cellules, à tous les jours. prévenir quand il y a une opération en vue. Exactement. Exactement. Je m'adresse à mon corps, j'écoute mon corps, j'écoute les réponses. En fait, après chaque méditation, je passe une demi-heure à faire ça tous les jours et à essayer de comprendre en fait quels sont les liens qui unissent peut-être le mental, l'émotion et le corps. Comment est-ce que je peux communiquer avec mon corps? Comment je peux le préparer? Et puis j'imagine toutes ces cellules qu'il faut aller enlever, je les tue peut-être par l'esprit, je leur parle, je les remercie d'avoir lancé l'alerte, etc. Mais je leur demande aussi de faire en sorte de pouvoir ramener le corps à l'équilibre, parce que j'ai jamais vu la maladie comme un combat. Beaucoup de gens décrivent ça comme un combat, quelque chose de dur. Moi, c'est plutôt quelque chose de très doux. C'est un retour à l'équilibre. C'est quelque chose. Je dois écouter mon corps, je dois écouter mes émotions, mon mental. Je dois trouver un sens à ma vie pour revenir sur un équilibre, une harmonie, et faire en sorte de pouvoir vivre encore. Et puis surtout, en fait, il faut que j'accepte peut-être de partir et de me dire, en fait, mais quelle vie fabuleuse j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas forcément envie de partir, mais il faut que je réalise tout ce que j'ai reçu et tout ce qui a été positif dans ma vie aussi, et de me dire, si je peux rester encore, c'est génial. Mais rester pourquoi? Mm. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils veulent vivre très très longtemps, mais on a perdu le sens de la vie, en fait. Et moi, je me dis, bah, qu'il me reste 2 jours ou qu'il m'en reste 50 000, premièrement, j'ai envie de les vivre. C'est-à-dire que j'ai envie de les vivre en pleine présence. Quand je fais des choses avec ma fille, je veux être présent. Quand je suis avec ma femme au restaurant, je veux J'ai être beaucoup présent. entendu parler de ça, ouais, de qualité de Ouais. présence. Ouais. Mais pour moi, le bonheur, en fait, ce qui est dingue, c'est que je me suis rendu compte que mon propre bonheur, il n'est lié que à ma qualité de présence et à l'acceptation, en fait, de ce qui se passe. Et tu vois, là, je te parle actuellement, j'ai pas de douleur. Et des fois, j'ai des douleurs qui sont atroces, je vais pas mentir, hein, mais là, j'ai pas de douleur. Et en fait, du coup, la maladie ne s'installe pas. Je suis pas en train de... La maladie, pour s'installer, elle a besoin d'un passé et d'un futur. Elle est là. Mais là, au moment où je te parle, j'ai pas de douleur, donc je me sens bien. Et en fait, je Tu te suis en sens train de bien et on le vivre. précise quand même, on est à 2 jours post-chimio. Enfin, c'est juste, je te remercie tellement, Sémi, de m'accorder ce temps, c'est précieux, quoi. Non, mais tu sais, moi, ce genre de discussion-là, finalement, c'est celle pour lequel j'ai le plus de temps. C'est des sujets qui me passionnent, c'est des sujets qui sont essentiels. Je reviens un petit peu à l'essentiel et ça me fait du bien d'échanger sur ce type de sujet. Donc, c'est moi qui te remercie. Et Puisque voilà, tu parles effectivement, j'ai des d'essentiel, chimios tous les mois. Pardon, je t'ai Il faut coupé. faire avec. Non, non, j'ai des chimios tous les mois, donc il faut faire avec. Mais ça va bien. Et puisque tu parles là d'essentiel, c'est quoi ton essentiel aujourd'hui? C'est quoi la journée idéale de Sémi aujourd'hui? Il y a pas vraiment de journée idéale, mais j'ai besoin de journées où je suis connecté avec moi-même et avec ce que j'appelle un peu peut-être la conscience un peu plus vaste, globale. Et quand je suis dans ces états un peu plus connectés comme ça, j'ai l'impression que c'est plutôt la vie qui me traverse, plutôt que moi qui vis. J'ai l'impression d'être beaucoup plus traversé par la vie et d'être beaucoup plus présent à moi-même, aux autres. Et en fait, ça redéfinit un petit peu le lien que j'ai avec moi-même, avec les autres et avec l'environnement dans lequel j'évolue, en fait, complètement. Avec Ça l'ordinaire, change. ouais. Ouais, ça change les choses. Et en fait, pour moi, une journée qui est belle, c'est une journée pendant laquelle j'ai réussi à tourner des petits instants qui paraissent anodins en des instants de bonheur, en fait. Parce que je me suis rendu compte que le bonheur, il est que dans ces petites choses-là. C'est vraiment rien de particulier, c'est que des petites choses. Et tu vois, je vais donner une anecdote qui me fait penser au S'il te bonheur. plaît, place-moi l'anecdote de la tente verte fluo. Ah, alors ça, c'est une autre. Ouais. Alors, ça, c'est quand je promets à ma fille de faire du camping en dehors de la maison, mais finalement, Du avec. camping à domicile dans le Exceptionnellement, jardin, avec vue, voilà, vue on le fait dans le magnifique. jardin, et puis on dort dans le jardin ensemble. On se lève le matin, et puis on regarde le paysage ensemble, et puis on vit ça d'une façon qui est tellement forte et profonde. Alors, on dort pas très bien dans la tente dans le jardin, mais en fait, quand je vois le sourire de ma fille le matin et que je la regarde vraiment profondément, je me dis, mais quelle Que chance, finalement, c'est ce un moment-là. hôtel 5 étoiles. Exactement, exactement. Non, mais je pense à des moments quand même, des fois, tu sais, même plus simples que ça, mais comme j'ai plus trop le droit de, bah, j'ai plutôt, pardon, j'ai plus trop le droit de manger du sucre, je recherche des fois du chocolat qui est à 99% et je le trouve dans des bonnes chocolateries qu'on a en Suisse. Et puis je me souviens, j'avais pris cette petite boîte de chocolat et je rentre dans le tram, il y avait une personne âgée à mes côtés et quand j'ouvre ça, elle me regarde en fait.
Et je lui dis, mais vous inquiétez pas, ça, on va la déguster ensemble. Elle me dit, non, 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 non. Et puis, en fait, pendant un quart d'heure, on mange du chocolat ensemble avec cette personne âgée et on discute de plein de choses. Et je suis présent à elle, elle est présente à moi, et on échange pendant un quart d'heure. Et je sors du tram et j'ai des larmes de bonheur qui coulent en me disant, mais quelle connexion j'ai eue avec cette personne. Et ces moments, c'est des moments qui paraissent anodins, que j'ai raté toute ma vie. Je suis passé à côté de T'es passé à petites choses côté. Ouais. simples, ouais, toute ma vie, en me disant chaque fois que les grands moments sont ceux qui comptent vraiment quand on fait des grands voyages en vacances, en famille. Non, en fait, j'ai raté beaucoup de petits moments. Je dis pas que c'est raté dans le sens avec de l'amertume, etc. Mais aujourd'hui, ce que je recherche, c'est juste de voir les choses avec un T'as regard conscience d'un différent. bonheur possible de manière plus simple finalement. Ouais. Et c'est ce qui est un petit peu fou, c'est que des fois, je me dis, alors j'étais, j'étais très heureux quand même dans le passé. J'avais une vie qui était très différente, certes. Il y avait beaucoup de plaisir que je confondais beaucoup avec le C'est ce bonheur dont tu aussi. parles dans ton livre, la différence entre Ouais, plaisir et bonheur. ouais. Le plaisir était vraiment beaucoup sur l'agitation, sur quelque chose qu'on vit seul, qui est moins durable. Et le bonheur, il est beaucoup plus dans le partage, il est dans le calme. Le bonheur, c'est des fois, c'est juste après une méditation d'être dans un état particulier. Donc j'avais une confusion entre les deux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de bonheur dans le passé, hein. J'étais très heureux aussi. Mais c'est vrai que des fois, j'en viens à me dire, la maladie, elle m'a tellement apporté. Et, et là, en fait, il y a des moments que j'ai pas envie d'oublier non plus par rapport à la maladie et ce que ça peut apporter. C'est très simple de voir le négatif. Ça, c'est vrai que c'est évident, c'est très facile. Et vraiment, je veux pas minimiser tout ça parce que voilà, je vis sans estomac, j'ai plus de vésicule biliaire, on m'a opéré 10 fois. Ça fait 3 ans que je fais des chimiothérapies. Je veux dire, il y a des Tu sais que choses je ne qui sont savais pas même pas évidentes. qu'on pouvait vivre sans estomac avant que tu me l'apprennes. J'ai pas Et honte moi de non le plus. dire, je ne savais pas en fait. Et moi non plus. Et tu te rends compte que le corps humain, il fait preuve d'une résilience, mais qui est hallucinante. Hallucinante. Et tu vois, donc il y a vraiment beaucoup de vécu derrière qui fait qu'il y a des moments qui sont très difficiles. Mais au-delà de ça, il y a des moments de bonheur et d'amour qui sont tellement puissants. Et tu sais, j'avais toujours un petit calepin avec moi et je notais dans ce Le calepin tout ce fameux que les petit gens faisaient calepin pour bleu. moi. Exactement. Et tu sais, je notais vraiment, et je me rendais compte, alors bien sûr, je notais pas ça pour savoir qui avait fait quoi et juger des actions de chacun, mais tu vois, je notais en fait, il y a des amis qui sont partis à la Mecque prier. Il y a des gens qui ont fait des prières de rue au Sénégal, au Bénin, etc., dans des pays dans lesquels j'ai beaucoup voyagé. Il y a des gens qui étaient à Lourdes, qui ont mis des bougies, des cierges. Il y a des gens qui m'ont prêté un appartement, un vélo, une voiture. Des gens qui m'ont fait à manger. Et je me suis dit, mais tout cet amour que je vois, c'est des gens, mais tout cet amour. Il faut pas que j'oublie ça, en fait. Et des fois, je relis ce calepin, hein, je relis les choses que les gens ont fait Que pour moi moi, et je j'appelle me le dis, petit carnet de gratitude, ouais. ouais, et ben c'est fantastique. Et je me dis, ça te réconcilie avec le monde, et tu te dis, en fait, les gens sont bons, il y a de l'amour partout. Mais toi, tu as été Et des fois, particulièrement bien soutenue là ces dernières années. Et, Caroline, ta femme, qui est probablement celle qui te connaît le mieux, comment elle a vécu ou elle vit ce changement intérieur de son mari? ouais, alors écoute, c'est très difficile C'est comme si tu épousais pour un les homme gens. et puis ensuite, 3 ans après, il est radicalement différent. Un Mm. cartésien qui devient très spirituel et qui d'un seul coup s'intéresse à la reprogrammation cellulaire, au magnétisme, à la médiumnité, même si jamais tu mentionnes le mot de médiumnité, mais c'est ça dont tu parles, la connexion à Ouais, l'invisible. ouais. Non, effectivement, c'est un bouleversement pour elle aussi, hein. Alors, c'est ce qui est difficile parce que pour la personne qui vit la situation et la maladie, on a un lien direct avec ça. Le proche aidant, il y a beaucoup d'incertitudes et c'est très difficile de gérer ça aussi pour ces personnes. Et j'ai une chance énorme, c'est que Caroline, en fait, elle a fait pendant ça fait 3 ans et ça continue, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de traitements, donc elle doit beaucoup, beaucoup être là pour moi aussi. Mais elle donne un soutien qui est. En fait, ça sert à rien que j'en parle parce que j'ai pas les mots. Et j'ai des larmes qui me coulent, mais désolé, hein, mais j'ai pas les mots. Donc il y a eu une petite montée d'émotion et hop, Zoom a décidé de couper. C'était le moment de la pause. On est de retour. Donc, je voulais te relancer à nouveau sur les fameuses synchronicités que tu as eues en série en lien avec la spiritualité, comme si tout conspirait à te pousser vers ça, en fait. Alors qu'avant, clairement, t'étais pas porté là-dessus, quoi. Pas du tout.
Pas du tout. C'est vrai qu'il y a eu, il y a eu plusieurs histoires qui m'ont troublé au départ pendant les premières semaines. Il y a un jour, je me souviens, où je dis à Caro, écoute, il y a un salon de l'ésotérisme pas loin de chez nous. J'aimerais y faire un tour et elle se marre parce qu'elle me dit, toi, tu veux aller faire un tour là-dedans, etc. Donc elle sent bien que je suis en train de changer. Elle voit bien qu'il y a une ouverture sur des choses auxquelles j'étais pas ouverte avant. Et on va dans ce salon. Et c'était une époque où j'étais encore, c'était avant l'opération, on commençait les premières chimios, mais j'avais encore mes cheveux, on pouvait pas voir que j'étais malade. Et on rentre dans une salle comme ça, il y avait une numérologue qui était là. Et puis moi j'en profite pour aller juste, je m'éclipse 30 secondes pour aller aux toilettes. Caro prend ma date de naissance, mon prénom, mon nom, elle donne ça à la numérologue. Je reviens des toilettes et la numérologue faisait en fait son show, hein, très intéressant avec les dates de naissance de plusieurs personnes, et puis dont la mienne. Et donc elle dit voilà, prochaine personne, c'est mis 30 avril 1980. Je dis oui, c'est moi, j'étais un peu surpris. Et là, en fait, elle vient, elle me dit oula, vous devez devenir spirituel immédiatement, c'est une question de vie ou de mort. J'entends ça, je me dis de quoi elle me parle? Elle me dit rejoignez-moi sur le stand après, etc. Donc on échange et tout. Et elle m'explique en fait que. Donc elle ne me connaît pas, elle m'a jamais vu, il y a pas d'indice sur ma maladie, mais voilà, les choses lui viennent par rapport aux chiffres qu'elle voit, le nom, ce qu'elle décrit, je ne sais pas comment ça fonctionne, et puis elle me donne ce constat. Et puis le lendemain, pareil, j'ai un ami d'enfance en fait qui m'appelle, on se parle très peu, et il me dit, Deux écoute, il faut même, qu'on je se crois, voit. hein. Tu avais Ouais, aussi une amie avec qui tu ouais, il y en a avais eu testé la plusieurs. télépathie. Ah oui, oui, ouais, ouais, effectivement aussi, ouais. Effectivement. Bah, en fait, mon ami d'enfance, il me dit, en fait, il faut qu'on se voit, qu'on discute. Et puis, il commence à me parler de ça, de la spiritualité. Et c'est hyper important. Il me dit, j'ai vu des choses pour toi. Enfin, je lui disais, mais c'est incroyable. Donc, il me dit, il faut que tu te tournes là-dedans, etc. Tu es en train de faire un bon chemin. Tu étais sur le bon chemin. Et c'est plein de choses comme ça qui se passent. Et des éléments que j'arrive pas à expliquer. Et surtout, à chaque fois, on te parle de la spiritualité et on te voit guéri, en fait, aussi. Ouais, les gens me voient souvent guéri, ils me disent ça, en fait, ils voient des choses sur moi. Après, il faut les prendre, il faut les accepter, enfin, il faut les accueillir telles qu'elles sont, hein, sans trop d'espoir, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont liées entre des discours de spiritualité, de guérison. Et c'est vrai qu'il m'arrive des histoires aussi de télépathie, des choses de clairvoyance, des choses que j'ai du mal à expliquer par des phénomènes physiques, en tout cas que j'ai appris à l'école. Mais des coïncidences, de telles coïncidences n'arrivent pas en fait. Enfin, statistiquement, ça ne pourrait pas arriver. Tu vois, par exemple, Peut-être que tu es plus dans l'accueil. Avant, tu aurais été vraiment dans le questionnement, le besoin de réponse, de probablement, compréhension. Alors que là, probablement. juste, tu acceptes et Et je commence à faire des tests, donc je me mets dans mon transcrivant. canapé, je me couche dans mon canapé, je me laisse aller dans cette vaste conscience et je pense à une personne avec qui je n'ai pas discuté depuis 6 mois. Et je me dis, ben voilà, si la télépathie existe, ça doit peut-être mener à quelque chose. Et donc je me concentre sur la personne. Et puis, donc on s'écrit jamais quasiment, on s'écrit une fois tous les, je sais pas, une fois par année. Et là, du coup, le lendemain, pas de nouvelles de la personne. Je me dis, ah, sur le lendemain, pareil. Puis 3 jours après, j'ai cette personne qui me contacte avec un vocal qui fait 10 minutes et qui me dit en fait qu'elle a rêvé de moi dans un rêve très particulier où elle me voyait un peu comme un ange guérir et tout. Et là, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Tu vois, avoir un message d'une personne avec qui je communique tous les 2, 3, 4 jours, je peux le concevoir. Avoir un message d'une personne avec qui je communique peut-être tous les 6 mois, 9 mois, pourquoi pas? Mais pourquoi un rêve aussi puissant qu'elle aurait fait sur moi après une connexion que j'essaie d'établir? Je ne l'explique pas hein, et je ne cherche pas forcément d'explication à ça, mais ça m'ouvre à de nouveaux horizons. Et en fait, j'arrête de juger ces pratiques-là qui me paraissaient ésotériques, que j'ai peut-être beaucoup jugées dans le passé, et je commence à m'y intéresser. Et je découvre qu'il y a des gens qui font des travaux mais formidables sur les phénomènes psy, paranormaux. Il y a des bureaux en France, en Suisse, des gens qui travaillent sur la conscience. Et c'est vrai que pendant 43 ans, pour moi, il y avait pas trop de débat, hein. La conscience était générée par la matière, par le cerveau. Aujourd'hui, j'ai une vision tout à fait différente de ça, en fait. C'est-à-dire une conscience qui peut être extra-neuronale, comme disent certains, et qui peut être hors cerveau, Oui, en fait, pour moi, reliée au il y a cerveau. déjà quand je médite, comme je disais avant, on a un langage qui est très très pauvre pour décrire en fait ce qu'on ressent.
Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai commencé à beaucoup méditer et que je lisais des textes un peu ésotériques, hein, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient de mystiques chrétiens, qu'ils soient de soufis musulmans, etc., il y a beaucoup de mots qui sont donnés que je ne comprenais pas. Et je me disais, mais je ne comprends pas de quoi ces grands sages parlent, jusqu'au moment où on découvre des états en nous des états de conscience un peu particuliers. Et je me dis, mais finalement, les mots de ce mystique chrétien-là, si je prends par exemple Maître Eckhart, ou les mots de ce sage bouddhiste, mais finalement, ils décrivent très très bien ce que j'ai ressenti. Et je commence à comprendre des textes que je ne comprenais pas parce que je les ressens. Et je suis pas capable, moi j'ai un langage qui est vraiment très pauvre aussi pour décrire mon intériorité, mais je commence à me dire, en fait, il y a des niveaux de conscience très différents. Il y a une conscience qui est peut-être première et qui, elle, en fait, génère la matière, qui génère d'autres choses, en fait. Donc, je vois le paradigme de façon très, très différente. Et puis je m'intéresse à des scientifiques qui sont exceptionnels, pour en citer quelques-uns, je ne sais pas, ou juste David Bohm, hein, qui a été beaucoup secoué à la fin de sa carrière, mais qui parle en fait il a presque un revirement vers le côté spirituel, tellement après avoir étudié de fond en comble la physique quantique, il se rapproche de grande spiritualité. Et là, je suis vraiment pas là pour parler de physique quantique parce qu'on entend ça à toutes les sauces et puis il y a beaucoup de gens Tu veux qui pas adaptent plutôt ça. nous parler de ça? Et si on en Avec plaisir, parlait on peut de aussi. ce livre, je vais pas réussir Ouais. à l'avoir net, mais c'est pas grave. C'est Mon voyage pour Alice, un éloge de la Ouais. vie. Ce Ouais. livre, tu me l'as offert quand on s'est rencontrés. Je l'ai lu, j'ai adoré. C'est profond, je le conseille à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est rare surtout. Tu l'as écrit pour une personne et tu n'avais pas du tout l'intention de le publier. Donc tu Ouais. l'as écrit pour Alice, évidemment, ta fille. Pourquoi tu l'as écrit? Écoute, le moment où je me rends compte qu'elle a 3 ans et que je risque de partir dans quelques mois, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de transférer, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à Alice. Et puis, c'est vrai qu'il y a tout ce chamboulement dans ma vie sur le matériel qui n'a plus du tout d'importance. Enfin, il en perd une grande partie enfin, il y a une grande partie d'importance qui disparaît avec le matériel. Et je me dis, tous ces cadeaux, etc., la transmission, un héritage n'a aucun sens. C'est pas ça, en fait. Il faut que qu'est-ce qui m'anime? Et je me suis dit, là, ça fait 2 ans que j'ai beaucoup changé, que j'ai transformé. En fait, j'ai l'impression d'avoir un petit peu saisi l'opportunité de me transformer à travers la maladie. Et je me suis dit, en fait, non, je vais écrire un livre pour Alice. Et tu Avec, t'adresses directement à elle dans le livre d'ailleurs. ouais, je m'adresse à elle, en fait. Le livre est pour elle. Et je me dis, en fait, c'est un livre qu'elle lira quand elle a peut-être 15 ans, 20 ans, 25, 30. Si je suis à ses côtés, c'est génial. J'ai l'arme qui me donne voix. Ce serait génial. Oui, parce On que en je me parle, on souviens, discute, on échange. tu racontes cette visualisation de toi à Oui, son ouais, éventuel ouais. mariage. Exactement. Et je me dis, c'est des moments qui sont tellement forts. Si tu peux Et éviter si, l'émotion, parce qu'à chaque fois Zoom coupe, ça va pas être possible. c'est, maintenant, tu sais, moi, pleurer, avant, je ne pleurais pas, j'avais honte de ça. Et vraiment, c'est quelque chose, je laisse venir les émotions. Mais je me dis, en fait, si un jour j'ai la chance, à ses 15 ans, 20 ans, je sais pas, plus tard, 30 ans, d'être encore à ses côtés et qu'on puisse échanger sur ce livre, ce serait génial. Et si je suis plus là, ben, elle aura ce témoignage. Mais je me suis dit, en fait, je vais mettre dans ce livre, non pas des obligations ou un chemin qu'elle doit suivre, mais plus des questions que j'aurais voulu moi me poser avant, plus une invitation à une réflexion et lui expliquer un petit peu la transformation par laquelle je suis passé. Et je me suis dit, voilà, ça va être mon cadeau pour Alice. Et j'ai envoyé ce manuscrit à une dizaine de personnes, des gens qui sont très proches, des gens un peu moins proches, en leur demandant de m'aider à améliorer le manuscrit, parce que je voulais quand même en faire un livre pour elle qui tient la route, mais un exemplaire unique. Et tout le monde est revenu vers moi en me disant, écoute, les messages que tu transmets sont un peu plus universels que juste pour ta fille Alice. Pourquoi tu ne le publies pas? Et j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit, mais c'est plus du tout la même dimension. J'ai hésité parce que c'est plus la même, c'est plus la même approche du tout. Mm. Et je me suis dit pourquoi pas finalement. Et donc j'ai publié le livre et je t'avoue que c'est une aventure fabuleuse. J'ai eu des centaines de personnes qui m'ont écrit, des témoignages de gens qui sont passés par des douleurs, des souffrances assez énormes dans leur vie, qui ne sont pas forcément liées à la maladie, qui peuvent être liées à des burn-out, qui peuvent être liées à des pertes de proches, peu importe, mais le déclencheur est différent, mais
les étapes par lesquelles ces personnes sont passées étaient similaires et j'ai eu un flot d'amour qui est arrivé avec des témoignages qui étaient vraiment bouleversants et je me suis dit, la souffrance est partout finalement. Et on arrive à échanger des émotions à travers ce livre. Au début, j'imaginais, je ne sais pas, vendre peut-être 50 copies, et c'était, ou 100 copies, 150 aux amis, à la famille. Et puis, il n'y avait pas d'objectif du tout de vente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a presque 1000 personnes qui ont acheté le livre. Et je reçois des témoignages encore aujourd'hui. Je me dis, mais moi, ça me bouleverse. Et je reçois beaucoup plus des gens que ce que j'ai l'impression d'avoir aussi partagé. Donc c'est vraiment une aventure fabuleuse et j'ai Ça aurait hâte que été Alice. vraiment dommage de ne pas le partager. Même Oui, si, je si pense. j'adore ce que tu dis, tu écris que très peu d'écrivains ont la chance de connaître aussi bien leur lecteur ou leur lectrice en l'occurrence. Je trouve Ouais, ça génial, mais ouais. quel dommage de garder ça pour soi en fait. Je trouve ça riche, profond et ça demande à être Merci, partagé. merci beaucoup. En tout cas, ouais, c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté et qui continue de beaucoup me nourrir en fait. Donc je suis vraiment très heureux d'avoir finalement publié ce livre. Et dans la catégorie qui te nourrit, la transition est toute faite. Si on parlait de la fondation Solea, qui est quelque chose qui t'anime au quotidien et que tu as créé, alors j'ai oublié son nom, je vais regarder, avec Marie-France Provost. Oui, Donc cette fondation, c'est une sorte de lieu de retraite, un lieu d'accueil pour les personnes qui sont atteintes du cancer oui, et qui peuvent avoir eu un diagnostic récemment ou pas, qui sont en phase d'acceptation, qui ont besoin en gros de répit en fait et de soutien, hein, c'est bien ça. oui. Écoute, si tu veux, c'est un projet qui est né il y a déjà très longtemps parce que juste après le diagnostic, je ressens fortement que la seule chose qui compte dans ma vie actuellement, tu vois, sur le nombre de jours qui me restent, c'est qu'est-ce que je vais en faire pour aider l'autre? Je ne sais pas pourquoi je ressens ça fortement, mais je ressens que j'ai comme presque une mission qui me vient, qui est d'aider l'autre dans la maladie et d'aider les gens à guérir. Alors, je prétends pas pouvoir aider les gens à guérir, mais je ressens que c'est comme une mission d'aider, d'accompagner sur un chemin de guérison. Mais tu dis ça Et d'ailleurs, tu parles du pouvoir de l'auto-guérison, mais qui n'est possible que si on a l'environnement propice et que en gros avec la fondation, bah, tu offres ça en fait. c'est ça, exactement. Et ce projet, je l'ai depuis 3 ans en tête, mais je me dis, en fait, je vais le laisser Mais là on est en pleine mûrir un petit création. peu. Et là, maintenant, on est en pleine création. Avec Donc, il y a levée de fonds Marie-France, et tout, parlons-en. avec levée de fonds et tout. Donc, en fait, il y a Marie-France que je rencontre qui lit mon bouquin et qui se retrouve là-dedans. On se rencontre, on discute et puis voilà, on partage une vision commune. Et on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, on est très très bon pour traiter une maladie. On l'est beaucoup moins peut-être pour approcher la personne dans sa globalité. Et quand on parle de globalité, on parle de, certes, il y a le corps physique, mais il y a aussi les émotions, le mental et cette quête de sens, hein, Maintenant qui n'est tu pas peux en parler des religieuse. émotions. Voilà, exactement. Autant Maintenant t'es Marie-France que moi, qualifié. on est passé par là, on est passé par là, et on a fait beaucoup de thérapies complémentaires. Et on s'est dit, ce qu'il manque réellement, c'est un lieu. C'est un lieu qui est hors de l'hôpital, hors de la clinique, un peu hors du temps, dans lequel on pourrait venir pendant 5 jours. Et en fait, bien sûr, l'objectif, c'est qu'après ces 5 jours, les personnes qui viennent puissent en ressortir avec euh, un Des côté outils, beaucoup plus positif. un Ils ont mental, repris un mental peut-être un mental plus boosté, fort. parce qu'ils auront accès à un grand nombre de thérapeutes, de médecins et autres qui sont bienveillants et qui vont les guider à refaire un programme, en fait. Ils vont reprendre en vie, pardon, reprendre en main leur santé et leur vie eux-mêmes. Donc, ils font ce programme, mais encadré par les thérapeutes. Et l'objectif, c'est aussi de partager beaucoup de savoir et de connaissances qu'on a pu acquérir tous au long de la maladie. Pourquoi les gens devraient chaque fois relire une cinquantaine de livres et s'informer sur beaucoup de choses. Et puis bien sûr, il y a des gens qui veulent un niveau d'information important, d'autres moins, il faut respecter tous ces choix. Mais donc le but de la fondation, c'est vraiment d'accueillir des gens dans un séjour qui est immersif, qui aujourd'hui n'existe pas en Suisse et qui est 100% gratuit pour les bénéficiaires. Et pendant ce séjour, donc, on découvre énormément de thérapies, et des thérapies qui sont très, ce qu'on appelle la evidence-based medicine, où il y a vraiment des preuves tangibles sur l'impact, par exemple, de la méditation, de l'hypnose médicale, de plein de thérapies. Il y a des thérapies aussi qui sont un peu prouvées, mais pas encore 100%,
du style la musique, tout ce qui est lié à la musique, au son, thérapie par le Soin son. par les sons. Mm. Voilà. Et puis les thérapies qui seront un peu plus exploratoires, comme l'équi-coaching par exemple, c'est le travail des émotions avec les chevaux, etc. Donc on va proposer beaucoup de thérapies différentes sur 5 jours, mais c'est quand même un lieu où on vient, on se pose, il y a la force du groupe, c'est pas non plus un stress avec beaucoup d'informations à absorber et trop de thérapie à faire. C'est un lieu dans lequel on sera en pleine nature, une vieille ferme, une bâtisse complètement rénovée, et on se lève le matin ensemble, on médite ensemble. On s'occupe du potager, un petit peu des animaux, et après on commence un petit peu des sessions, un peu de théorie, un peu de pratique, et puis les gens ont le temps de prendre du recul, de réfléchir un petit Comme peu une à tout ça. parenthèse. Alors, on n'aime pas trop le mot de parenthèse parce que Ok. ça ne permet pas une transformation profonde, Mm. mais je pense qu'on est sur une immersion qui va vraiment permettre à la personne, par la suite, d'avoir un plan pour elle-même, de reprendre sa santé activement en main, et puis après de la rediriger vers d'autres fondations qui, elles, ont des lieux qui sont aussi super, mais à la journée, pour qu'elles puissent continuer leur pratique. Et on est aujourd'hui dans une phase qui est très excitante parce que le projet, pour être honnête, nous dépasse complètement. On a déjà Et vous êtes un déjà comité. vachement soutenu quand même. Il y a des mécènes qui sont déjà sur le coup, des Ouais. docteurs qui ont proposé spontanément leur aide, je Ouais. crois, il me semble, hein. Exactement. En fait, on a été voir des médecins parce que l'objectif, c'est pas de faire des thérapies et un programme qui soit pseudo-efficace. On veut être sûr qu'on met en place des choses qui ont un impact important sur la personne. Et on a besoin d'être encadré aussi par des professionnels. Et on a une équipe aujourd'hui de médecins et de thérapeutes qui travaillent depuis des décennies dans ce domaine-là. Il y a très longtemps, on commençait avec des thérapies alternatives. Ça faisait peur. Alternatives, c'était en remplacement des soins médicaux. On n'est pas là-dedans du tout, hein. On est plus dans le complémentaire, et dans Complémentaire. l'intégratif. On fait un plan avec la médecine conventionnelle. Et on a parmi les meilleurs médecins qui exercent à Genève aujourd'hui, qui nous soutiennent. Donc on a un petit comité de médecins qui nous soutiennent sur ce projet et qui vont nous aider à valider les thérapies, les thérapeutes, mettre le programme en place. Mais voilà, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de trouver les fonds. Et puis, on a commencé il y a à peine 3 jours à chercher des fonds. Il faut savoir qu'on recherche quand même un budget qui est assez important. On recherche 2 500 000 francs suisses. En euros, ça fait un peu plus, ouais, il y a un peu plus de 10% à ajouter sur ce montant-là. Ah, Ça, parce c'est que pour la c'est création gratuit du pour lieu. les personnes qui seront participants, qui enverront leur dossier, qui seront sélectionnés. Exactement. En revanche, ça a un coût. Donc, vous Ça, un avez coup. une cagnotte participative en ligne. Comment les personnes qui souhaitent aider peuvent contribuer? Alors là, on commence en fait par les grands donateurs, les grands mécènes, Mm. les institutions, les entreprises qui sont engagées. En fait, il faut savoir, quand on fait une levée de fonds, il y L'un a n'empêche pas l'autre. voilà, l'un n'empêche pas l'autre, mais on commence par priorité Mm. et on fera du participatif un tout petit peu plus tard. Et là, c'est vrai que la très bonne nouvelle, c'est qu'on a sécurisé en 3 jours déjà plus de 100 000 francs suisses, hein. Donc, on crée l'entité. Et puis, il y a Quand beaucoup de c'est gens qui aligné, souhaitent c'est fluide. s'associer. Ouais, des fois, quand on aligne Les portes s'ouvrent. Ouais. ce pourquoi on doit être là et ce qu'on doit faire, les portes s'ouvrent. Mm. Et puis, au-delà de l'aspect financier seulement, c'est des gens qui croient au projet. Il y a beaucoup de bénévoles qui nous rejoignent, beaucoup de thérapeutes qui veulent travailler sur le projet. Il y a des patients qui nous écrivent pour se préinscrire, hein, déjà au programme. On est soutenu. En fait, on est presque transcendé et dépassé par le projet. Et c'est ce qui est beau, en fait, aujourd'hui. C'est Dans ce le qui est bon beau, c'est qu'on sens, tant est mieux. dans le bon sens. Et donc, je pense que la meilleure façon de nous aider aujourd'hui, c'est de parler du projet. Et s'il y a des personnes qui sont en lien avec des mécènes, des donateurs, des gens qui souhaitent s'associer à un tel projet dès le départ, donc là on parle des grands donateurs, des grands mécènes, etc., des institutions, là ça peut vraiment beaucoup nous aider en attendant qu'on lance la campagne participative. Et bien sûr, les entreprises engagées aussi, c'est très important. Donc voilà, je fais un appel grâce à toi, merci, hein, Mm. grâce à la vidéo. S'il y a des gens qui souhaitent nous contacter, alors le site web c'est fondation-solea, On va le noter aussi dans lea.ch. Ouais, va très bien. Ça Et il ne marche. faut pas hésiter à nous mettre en lien avec des personnes qui pourraient nous aider. Et à Et, partager la c'est vidéo. ça. Et à partager la vidéo aussi. Ouais. Ouais, On arrive ouais. gentiment à la conclusion de notre rencontre, de notre entrevue, Sémi. J'aimerais te poser une, voire deux
Deux petites questions pour conclure. Je voudrais te demander ce que la maladie t'a enlevé et ce que la maladie t'a donné. Ça me fait penser à ton expression réussir sa vie, qui n'a pas du tout le même sens aujourd'hui pour toi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'elle m'a enlevé, c'est peut-être euh, une certaine innocence, peut-être, ou une certaine légèreté. Ce qu'elle m'a apporté, c'est incommensurable. J'ai tellement, je pense, et je le dis pas avec arrogance ou le dire en fait d'avoir atteint un niveau de conscience. Non, non, mais elle m'a tellement apporté sur le plan personnel que c'est difficile d'articuler en fait tous les éléments sur lesquels je pense avoir grandi ou m'être amélioré. Euh, mais comme on le disait avant, de mieux se connaître, déjà, c'est une première chose. De profiter des choses simples de la vie, c'est aussi très important. D'accueillir ce qui vient est très important aussi. En fait, il faut que j'accueille la douleur, que j'essaye d'éviter un petit peu la souffrance, hein, qui pour moi sont deux choses très, très différentes. La maladie m'apprend à faire ça. Euh, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, de vivre avec et de se laisser couler, de se laisser traverser par la vie. Voilà ce que la maladie m'a appris. Et en fait, j'ai l'impression d'être beaucoup plus proche des autres aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une impression ou pas. C'est ce que je t'avais dit, hein, j'avais l'impression que je n'aurais pas connecté avec le sémi d'avant. Peut-être, hein, Ouais. peut-être. Ouais, peut-être. Et en tout cas, j'ai l'impression que le bonheur des autres est devenu quelque chose de très important pour moi parce il est c'est foncièrement lié aussi au mien d'un côté. Et Et voilà, tu agis concrètement aussi. Chaque matin, tu te lèves et en te disant comment je vais contribuer positivement aujourd'hui, quelle petite action je peux faire pour générer du bonheur pour les autres, en fait. ouais, ça c'est une pratique que j'adore. En fait, comme je disais avant, des fois on a tous envie de faire des gros projets. Et la fondation, c'en est un pour moi. C'est un projet qui est magnifique, qui est beau. Mais finalement, j'ai l'impression que notre impact, il est à un autre niveau. Et c'est vrai que chaque fois que je médite le matin, en Encore une général, fois, je hein, fais c'est des pas doigts, l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, en fait. l'un et l'autre, Mm. exactement. Et je finis ma méditation, puis des fois je me pose 5 minutes et je me dis, quelle petite action je pourrais faire aujourd'hui? Mais on parle vraiment de petites choses, hein. Ça peut être aider une personne âgée à faire une tâche, ça peut être juste accompagner quelqu'un quelque part, peu importe, mais de remettre un sourire sur le visage de quelqu'un. Et en fait, ça fait un bien fou, ces petites tâches. Elles font un bien fou. Elles changent le monde. Et je me dis que si tout le monde faisait des petites tâches, mais très faciles comme ça, bah, le regard qu'on porte tout sur le monde va changer, en fait. Donc vraiment la maladie, comme je disais avant, hein, je vis sans estomac, il y a des chimios tous les mois, il y a beaucoup de difficultés et de douleurs, mais il y a énormément de choses à en retirer, vraiment, il y a des belles choses. Donc, je pense avoir déjà la réponse à la question suivante, mais je te la pose quand même. Entre l'ancienne version de Semi sans la maladie et la version upgradée mais avec la maladie, tu gardes quoi? Alors je sais pas si elle est upgradée, mais en tout cas elle est plus alignée Updated. avec- elle est plus alignée avec qui je suis. Et effectivement, aujourd'hui je pense pas revenir en arrière sur certains sujets. Tu dis ça parce Et qu'avant, tu me connaissais pas, en fait, c'est ça? voilà, la chance Déjà. de notre rencontre. Mais ouais, je me sens tellement nourri, bah, par des échanges comme celui-là, par exemple, par des rencontres comme celles qu'on a pu faire aussi il y a quelques temps. Alors oui, il y a toujours des éléments qui sont plus difficiles à gérer aujourd'hui qu'avant, notamment des douleurs physiques qu'il faut gérer, prévenir la souffrance, comme je le disais aussi, etc. Mais il y a tellement de choses qui me nourrissent aujourd'hui beaucoup plus profondément que dans le passé, que Ta vie est plus oui, riche d'une certaine manière. C'est une autre définition de la richesse, quoi. complètement. Le regard que je porte sur les choses a complètement changé, Mm. complètement changé. Et j'ai pas besoin de beaucoup aujourd'hui. J'ai besoin de peu de choses. Et en fait, tu parlais avant de réussir sa vie. Et c'est vrai que si je devais formuler ce que c'était réussir ma vie avant, j'aurais bien sûr parlé du bonheur, j'aurais bien sûr parlé de beaucoup de choses, mais j'aurais certainement mis en avant peut-être un statut social quand même. J'aurais mixé un petit peu de matériel et d'autres choses. Et je dis pas que le matériel n'est pas bien, ou il y a aucun souci avec ça, hein, du tout.
Mais en fait, aujourd'hui, ma définition, elle est complètement différente. Je suis plus dans des projets futurs de réussite, mais le fait d'être entouré de belles personnes, voilà la réussite. C'est ce qui me nourrit. Et quand je regarde les gens qui m'entourent aujourd'hui, je me dis, waouh, j'ai mérité ça, moi. Ce groupe de personnes-là, elles sont fabuleuses. Il y a des personnes que j'ai redécouvertes différemment. Il y a des personnes que j'ai rencontrées récemment. Mais je suis entouré par des gens qui sont simplement exceptionnels. Et ben, On a à l'entourage qu'on commencer par la mérite, Samy. famille. Je sais pas, je sais pas. Je pense pas mériter ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me dis, ça, c'est ma définition de la réussite, c'est d'être entouré de belles personnes parce que ça a beaucoup de conséquences de dire ça sur beaucoup de choses. Et puis finalement, comme tu le disais avant, quand on aligne un petit peu euh, qui on est, ses pensées, ses actes et ses paroles, bah, la vie est beaucoup plus simple. La vie est plus simple et plus belle. Moi, je trouve que Voilà. c'est une magnifique conclusion, mais je te laisse le mot de la fin si tu veux ajouter quelque chose. Écoute, j'ai pas particulièrement quelque chose à ajouter. Mais voilà, je pense à toutes les personnes qui traversent la maladie. Alors certaines la traversent et puis ça s'arrête, et puis après il y a la reconstruction, d'autres sont dans l'incertitude un peu totale comme moi pendant longtemps. Il y a un peu tous les schémas, mais je pense beaucoup aux gens qui sont malades et qui souffrent à travers le monde. Et puis euh, voilà, j'espère que chacun trouvera son chemin. Je pense qu'il y a il y a une guérison à différents niveaux à rechercher, et je souhaite à tout le monde de pouvoir trouver un chemin, Et un à petit coup de rechercher un petit boost. peu de Et, sens. Ouais, ouais, et ouais. tu es pour moi une source d'inspiration. Et comme je le disais au début, j'espère que ça peut inspirer et aider d'autres. Bah écoute, vraiment, enfin, tes mots me touchent beaucoup. J'étais très touché quand tu avais proposé qu'on puisse échanger, faire une petite vidéo. J'ai vraiment pas la prétention de pouvoir aider des gens ou bien inspirer, mais si Ça telle et se telle fait question, sans la volonté d'aider, en fait. C'est naturel. peut-être, je sais pas. En tout cas, si mon expérience que je partage aujourd'hui, elle peut aider, tant mieux. Et puis c'est vrai que j'ai fait des petites interventions, des conférences en entreprise ou dans d'autres cadres. Et puis à chaque fois, je me suis trouvé tellement grandi d'avoir échangé sur ces sujets, par le retour des gens, par l'amour que j'ai reçu. Et je me dis en fait, ben maintenant, chaque partage, je le fais avec beaucoup de bonheur. Écoute, un grand merci du fond du cœur pour tout ce temps que tu m'as accordé et Merci à toi. Merci à toi. vraiment sincèrement. Et je vais terminer comme dans la vidéo précédente. Je ne sais Ouais. toujours pas le faire, mais, euh, mais le cœur y est. Et je l'ai bien compris le message. Non, c'est vraiment ça, ça me touche beaucoup. Merci encore pour nos échanges. J'ai passé un Merci. très très bon Merci moment. à toi, pareil. Ouais. Et à très bientôt alors, Anne. À très bientôt.